15h30, bienvenue si vous nous rejoignez dans l'après-midi info à la une de l'actualité. Alors que l'armée ukrainienne poursuit avec succès sa contre-offensive près de Kharkiv, dans la région de Donetsk, les habitants russes de cette oblast, mais aussi de 3 autres régions de l'Est et du Sud de l'Ukraine, continuent de voter pour ou contre l'annexion par Moscou. Un simulacre de référendum dénonce l'Occident et le président Zelensky. La France doit-elle accueillir des Russes qui refusent d'aller combattre? L'Allemagne a proposé. La question se pose alors que de nombreux Russes fuient la Russie après l'annonce de la mobilisation pour la guerre en Ukraine. À la une également, la colline du Crac déplacée du 18e arrondissement de Paris au quartier de la Porte de la Villette. Un an après cette décision, des habitants de cet autre quartier devenu nouveau repère des toxicomanes vivent eux aussi un enfer. Ils manifestent aujourd'hui à 16h. Nous y serons dans quelques instants avec Nicolas Coadou. Mais tout d'abord, ces images assez surprenantes de cet avion de fret, le bec dans l'eau après un atterrissage manqué cette nuit à l'aéroport de Montpellier. Ce Boeing 737 de l'Aéropostale qui a terminé sa course dans l'étang de Moguio, situé au bout de la piste. Une image assez incroyable. Aucun blessé, heureusement, parmi les 3 personnes à bord. Mais pour raison de sécurité, l'aéroport reste fermé pour le moment. Pour le moment, Manon Scarzello, Antoine Forestier avec Hugo Smag. L'appareil a terminé sa course le nez dans l'eau, un peu avant 3 h du matin, alors que l'aéroport de Montpellier-Méditerranée est balayé par un orage. Le Boeing 737 de la compagnie West Atlantic tente d'atterrir. Incapable de s'arrêter, l'appareil sort de la piste et s'embourbe au bord de cet étang qui jouxte l'aéroport. À son bord, 3 membres d'équipage qui assuraient le transport de marchandises de cet avion postal. Les secours extraient rapidement de la carlingue. Évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, les membres de l'équipage sont de grands professionnels. On va avoir un débrief avec eux, une fois qu'ils auront pu se reposer. Je n'ai pas pu leur parler directement pour le moment, mais il n'y a pas eu de blessés. Les 3 personnes qui étaient à bord vont bien. Si les causes de l'accident sont encore inconnues, ce matin, l'aéroport de Montpellier est totalement paralysé. Des vols retardés ou déroutés par Marseille. Pour les 600 voyageurs venus ce matin, c'est désormais le jeu des correspondances qui inquiète. On avait 4 heures d'attente à Paris-Charles de Gaulle en attente pour la prochaine avion en correspondance. Mais là, on ne sait pas. Heureusement qu'on avait un peu de temps en buffer. Mais... on verra comment ça se passe. On m'a mis sur un autre vol à Roissy. Parce que là, je ne peux plus avoir ma correspondance. Et j'attends le bus. Là, depuis, on nous dit que le bus va arriver. Le bureau d'enquête et analyse a commencé son travail d'expertise. Il devra déterminer ce qui a pu forcer le Boeing 737 à sortir de sa trajectoire initiale. Il faudra attendre la fin des relevés pour espérer déplacer l'appareil. En attendant, le trafic reste interrompu sur l'ensemble de l'aéroport. Les Russes de ces 4 régions ukrainiennes occupées, de Donetsk, Lugansk, Kherson ou encore Zaporijjia, continuent de voter dans le cadre de ces référendums d'annexion mis en place par Moscou. Des scrutins dénoncés par l'Occident. Dans un communiqué, le président américain Joe Biden dénonce un prétexte fallacieux pour essayer d'annexer des parties de l'Ukraine par la force. Et dans les pseudo-isoloirs qui reçoivent les électeurs sans observateurs internationaux, les conditions de vote sont aberrantes. Thomas Joubert. Une case à cocher, oui ou non. En réponse à cette question, voulez-vous faire cesser sécession de l'Ukraine, créer des États indépendants et faire partie de la Russie? L'issue de ces référendums ne fait aucun doute, tant l'organisation de ces scrutins se fait de manière orientée. La plupart des populations ukrainiennes a majoritairement fui ces territoires. Aucun chiffre de participation n'est communiqué. Dans ce bureau de vote de Luhansk, on ne croise quasiment que des habitants pro-russes. Ils exhibent fièrement leur choix en faveur de l'annexion. J'ai voté pour que notre République devienne une partie de la Fédération de Russie, afin d'améliorer notre qualité de vie. Ça fait 8 ans qu'on attend ça. On est russe, c'est notre victoire. De Volodymyr Zelensky à Joe Biden, en passant par les autres dirigeants du G7, la communauté internationale dénonce des référendums fictifs, des simulacres sans aucune légitimité. Le peuple ukrainien y voit aussi une mascarade. C'est illégal. Ils sont pires que des fascistes. C'est tout simplement insupportable. Nous n'avons pas besoin de ces séparatistes. Nous vivons dans un pays libre. Nous vivions très bien avant que les Russes viennent tout détruire. Ces référendums concernent les régions séparatistes
Séparatistes de Donetsk et Louhansk à l'est, ainsi que les zones sous occupation russe dans les régions de Kherson et Zaporijia au sud. Les résultats seront rejetés par les autorités ukrainiennes, mais Moscou prévient, la guerre changera de nature si ces territoires acceptent l'annexion par la Russie. Si l'Ukraine essaie de récupérer ces territoires, nous y verrons une attaque contre notre pays, car la constitution de la Fédération de Russie entrera immédiatement en vigueur. C'est extrêmement... Vladimir Poutine a prévenu que dans ces circonstances, la doctrine militaire pourrait changer de dimension, allant jusqu'à évoquer l'utilisation de l'arme nucléaire. Patrick Martin-Genier, nous sommes toujours avec vous. Ces résultats de ces pseudo-référendums seront sans surprise, probablement un oui, ce qui portera à quasiment 15% du territoire ukrainien qui deviendrait russe selon les qualifications de Moscou. Dans la réalité, que signifie, que représente ce scrutin? Est-ce qu'ils vont être reconnus? Si oui, par qui? Alors écoutez, il y avait une assemblée générale des Nations Unies cette semaine à New York. Bien évidemment qu'aucun des États n'a accepté cette reconnaissance. Je dirais même que certains États plutôt proches de la Russie maintenant prennent le recul. On a la Chine et donc d'autres pays qui disent que, eh bien, même l'Inde d'ailleurs, enfin toute une série de pays qui étaient plutôt proches de la Russie qui commencent à dire non, il faut la paix, pas aller plus loin. Et donc pourquoi? Parce que certains autres pays ont peur pour leur propre intégrité territoriale et donc ça ne changera strictement rien. Au contraire, la communauté internationale restera vent debout contre ces pseudo-référendums, vous l'avez dit, ces simulacres de participation où uniquement une infime minorité de pro-russes, ou alors, j'allais dire, si vous me passez l'expression, avec un pistolet sur la tempe, des gens sont allés voter. Ça ne changera strictement rien pour la communauté internationale, strictement rien pour l'Ukraine qui va continuer à se battre pour son intégrité territoriale. Vous avez entendu le porte-parole du Kremlin, en revanche, pour lui, ça va changer les choses, puisqu'ils vont considérer que dès lors que les résultats seront publiés, de fait, ces 4 régions seront intégrées dans la Fédération de Russie, selon eux. Et une attaque contre ces territoires sera considérée comme une attaque contre l'ensemble de la Fédération de Russie. Dans le même temps, de l'autre côté de la frontière, plusieurs milliers de Russes tentent de quitter leur pays depuis l'annonce donc de la mobilisation de quelques 300 000 réservistes faite par Vladimir Poutine en milieu de semaine. Quand ces dizaines de kilomètres de queue, regardez, aux différentes frontières, la frontière russo-géorgienne ici. Comment la population russe perçoit-elle ces désertions massives, ce refus face à l'ordre de mobilisation partielle de Poutine? Les explications de Jean-Didier Revoix, notre correspondant à Moscou. Il n'y a pas de perception générale de la population. Ce qu'on peut dire en revanche, c'est que avec cette mobilisation partielle, eh bien, l'ensemble de la population russe a pris pleinement conscience de ce qui se passe dans le sud-est de l'Ukraine, dans la mesure où jusqu'à présent, eh bien, c'était des soldats professionnels ou des volontaires qui s'engageaient pour aller combattre. Désormais, cela concerne pratiquement toutes les familles de Russie qui peuvent être touchées par cette mobilisation. Et donc, on voit, il y a 3 réactions. Il y a les enthousiastes qui s'engagent et qui sont prêts à aller combattre et garnir les rangs de l'armée russe. Il y a ceux qui ne sont absolument satisfaits de cette option et qui préfèrent quitter le pays plutôt que d'entrer dans une sorte de protestation politique structurée dont ils ont bien conscience qu'elle ne mènera à rien, enfin qu'ils n'ont pas de chance d'être entendus par le pouvoir. Et puis, il y a le ventre mou. La majorité des gens qui, eux, n'ont pas le choix, peut-être pas la possibilité de partir, qui ne sont pas enclins à poursuivre cette opération militaire, mais qui n'ont pas le choix et donc ils sont obligés de se rendre aux convocations du ministère de la Défense sous peine, effectivement, d'écoper de lourdes peines de prison. Patrick Martin-Genier, la situation va être encore plus compliquée pour ces Russes qui tentent de fuir cette mobilisation partielle, puisqu'on l'apprend, Vladimir Poutine a signé une loi qui alourdit les peines pour reddition ou refus de combattre. Ça va très loin maintenant. Ça va très très loin parce que c'est un véritable exode. Imaginez que toutes les familles qui sont touchées maintenant, tous les jeunes qui peuvent être enrôlés s'en vont. C'est une catastrophe. C'est un risque du fait que le régime de Poutine peut s'écrouler. Si toutes les familles se sentent menacées, effectivement, il y a un vrai risque. Il y a un risque militaire. Ça veut dire qu'il n'y aura pas assez de jeunes pour aller combattre, hormis les gens qui veulent y aller volontairement. Il y a un problème de mobilisation, il y a un problème de recrutement et c'est une rébellion, en effet, pour beaucoup de familles, beaucoup
beaucoup de jeunes qui refusent de partir en Ukraine. Il y a une vraie différence aujourd'hui. Lorsque ces familles n'étaient pas touchées, n'étaient pas affectées, à la rigueur, cette opération spéciale, on l'acceptait. Mais dès lors que ça touche les familles au plus profond du lien familial chez les Russes, eh bien, le conflit change de dimension. Autre information que l'on a appris aujourd'hui, qui est importante, Patrick, c'est la Russie qui a annoncé le remplacement de son plus haut gradé chargé de la logistique par celui qui est surnommé le boucher de Mariupol, le colonel général Mikhail Missintsev. C'est un signal, un nouveau signal de plus envoyé par Vladimir Poutine. Oui, bien sûr, c'est d'abord... C'est d'abord le signe d'un échec de l'ancien ministre pour la mobilisation, pour le recrutement. Et ce général que vous venez de nommer est de sinistre réputation. C'est quelqu'un qui ne rechigne pas devant la mort, devant les massacres, devant des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre. Et donc effectivement, c'est un message très fort. Dire nous allons y parvenir. Et c'est lui qui va être chargé de recruter. Vous savez qu'il y avait une tentative de recrutement par un décret de 137 000 officiers membres de l'armée donc était officielle, et désormais c'est tous les jeunes qui sont par cette mobilisation partielle, en réalité on va presque dire une mobilisation quasi générale puisque ça touche tout le monde. Donc il est chargé de réaliser sur le plan logistique ce qu'a échoué jusqu'à présent le régime de Poutine. Merci Patrick Martin-Genier. On en vient à présent dans l'actualité aux conséquences de l'ouragan Fiona qui avait touché les Caraïbes au départ. L'Est du Canada à présent est concerné. Nous sommes en direct avec notre correspondante Pascale Guéricolas. Vous êtes dans la ville de Québec. Plus de 500 000 foyers sont sans électricité sur la côte atlantique du Canada actuellement. Oui, effectivement, écoutez, ça représente environ 2 habitants sur 3 pour la province de la Nouvelle-Écosse, qui est dans l'est du Canada et qui est la province qui a reçu pour l'instant vraiment le cœur de cette tempête post-tropicale. Donc, il y a énormément de dégâts matériels, que l'on pense à des bâtiments qui ont été sur le bord de l'eau, qui ont été littéralement soufflés par la tempête, des vagues de 12 mètres, c'est-à-dire à des immeubles d'une hauteur d'immeubles de 4 étages, aux îles de la Madeleine, qui sont un archipel d'îles à l'est du Québec, où les pêcheurs sont dans leurs camions actuellement et ils regardent ces vagues-là, ils regardent l'effet sur leurs bateaux parce que la marée est très haute en ce moment aux îles de la Madeleine, donc ça veut dire que l'eau est à peu près à la hauteur du quai. C'est une tempête incroyable ici qu'on n'a pas vue, l'ampleur dont on n'a pas vu depuis plus de 20 ans, la plus basse pression atmosphérique jamais enregistrée au Canada. On est actuellement dans le pic de la tempête. Ça devrait durer jusqu'à 21h, heure française, avec des pluies torrentielles également qui sont attendues tout au long de la journée. Donc, les habitants sont cloîtrés chez eux. Ils attendent vraiment que la tempête se termine parce que les policiers leur ont demandé de rester à l'intérieur, étant donné les dégâts qui sont causés par les arbres, les pylônes électriques qui tombent, etc. Merci beaucoup Pascale Guéricolas pour toutes ces précisions. Restez avec nous sur BFM TV dans un instant. Nous irons dans le nord de Paris où une manifestation partira bientôt de Pantin jusqu'à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis pour dénoncer l'enfer de la cohabitation forcée avec des toxicomanes déplacés de la colline du Crac il y a tout juste un an. Nicolas Coadou est sur place dans un instant. Il sera avec le maire de Pantin. À tout de suite. Nous allons, un peu comme toutes les familles françaises, discuter de l'actualité. Les sujets qui vous concernent, ceux qui vous ont fait réagir, chacun aura un avis. Écoutez, les jets privés, on va les laisser tranquillou bidou. C'est pas possible. Une opinion tranchée. Il va falloir de l'écologie punitive sur les plus riches. Les autres ne la partageront peut-être pas. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a évidemment des impôts. Encore une fois, le sujet... pardon, si c'est encore une fois, c'est-à-dire que ça a été dit déjà. Donc je vous arrête là. Pour partager avec vous l'info du week-end. Très heureux de vous retrouver pour un nouveau, mais alors vraiment nouveau numéro de BFM TVSD. Vendredi, samedi, dimanche. Vos fins de journée avec Jean-Baptiste Boursier en direct sur BFM TV. Le nettoyage de pro technologique, c'est Numatic. Le nettoyage de pro économique, c'est Numatic. Le nettoyage de pro à la maison, pratique, c'est Numatic. Technologique, économique, pratique, c'est Numatic. Le voyage est une page blanche.
Sa beauté n'est pas de savoir jusqu'où vous irez, mais ce qui vous fait avancer. Nouvelle DS7, le raffinement pour seul guide. Découvrez Nouvelle DS7 dans votre DS Store. Prenez rendez-vous sur dsautomobile.fr. Prendre plus soin de l'environnement, c'est essentiel pour moi. Alors j'ai choisi Brita, pour une eau du robinet plus pure, au goût agréable. Brita, moins de bouteilles plastiques à usage unique, plus d'économie. Avec Renew, profitez de 3 ans d'entretien et 3 ans de garantie pour 1 € de plus sur une sélection d'occasions Renault. Merci, docteur. Alors, à quel tour? Bonjour. Ça va? Docteur, Qu'est-ce qu'on fait? appelez le 112 et mettez le haut-parleur. Chez Groupama, nous lançons un programme pour former gratuitement 1 million de Français aux gestes qui sauvent, grâce à nos élus bénévoles et nos collaborateurs. Aider un chef d'entreprise sur sa comptabilité sans qu'il s'arrache les cheveux et... Oui. Mais ça ressemble pas à une banque. Et proposer des tarifs vraiment simples. Oui, mais ça ressemble pas à une banque. Tout cela ne ressemble pas à une banque, mais ça ressemble à Shine, le compte pro pour les entreprises et les indépendants. Et ça, forcément, ça détend. Shine, définitivement pas une banque. Complice. Meilleur amant. Meilleur ami. En un mot, c'est toi. Hybride par nature. Renault Arcana. Renault Arcana E-Tech Hybride Fast Track. Encore plus équipé et disponible sous 30 jours. N'attendez plus. Propriétaire ou bailleur, en isolant et ravalant votre maison par l'extérieur à partir de 79 € par mois. Restez au frais l'été et au chaud l'hiver. Baissez vos factures de chauffage jusqu'à moins 75%. Inscrivez-vous vite sur groupeverlaine.com ou appelez le 3620 et dites Groupe Verlaine. Groupe Verlaine, on t'aime. Allô? C'est les voisins. Vous pouvez aller regarder la maison? Est-ce que tout va bien? Écoutez, oui. Par contre, dans mes souvenirs, j'étais sûre que vous habitiez plus près. Partez de chez vous, l'esprit vraiment tranquille. Maison protégée, alarme et télésurveillance. Orange. Jolie voiture. Pas mal non plus, la vôtre. C'est vert. C'est bleu. Non, il a raison, c'est vert. Allons-y. Vraiment bizarre. Nouvelle Fiat 500, des 139 € par mois, sans condition de reprise. Déjà plus de 80% de Fiat 500 vendus en électrique. Pourquoi pas vous? 15h46 sur BFM TV, on en vient à cette actualité. 1 an après le transfèrement de centaines de toxicomanes du 18e arrondissement de Paris à la porte de la Villette, toujours au nord de Paris. Quelle est la situation aujourd'hui dans le nord de la capitale? Une manifestation a lieu cet après-midi aux alentours de 16h. Les habitants de ce quartier à cheval entre Pantin et Aubervilliers et le 19e arrondissement de Paris disent vivre un enfer depuis 1 an. Nicolas Coadou, vous êtes notre reporter sur place avec le maire de Pantin, l'une des communes concernées. Quel est le mot d'ordre de cette manifestation? Eh bien, c'est que l'État prenne ses responsabilités et mette fin à cette situation qui dure, vous l'avez dit, depuis 1 an. Cette installation de plusieurs centaines de personnes toxicomanes dans le coin, ici, entre Aubervilliers, Pantin et le 19e arrondissement. Situation qui, on le rappelle, devait initialement, selon le ministre de l'Intérieur, durer quelques heures ou quelques jours, monsieur le maire. Finalement, ça fait 1 an. Oui, ça fait 1 an aujourd'hui, jour pour jour. Et si monsieur Darmanin, en tant que maire de Tourcoing, avait eu un tel camp à l'entrée de sa ville, je pense que ça n'aurait pas duré plus d'une journée
plus d'une heure, plus d'une minute, peut-être même plus d'une seconde. Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui concrètement à l'État, à la préfecture, pour mettre fin à cette situation? Concrètement, nous demandons que le plan CRAC soit actualisé, qui permette une évacuation du camp le plus rapidement possible et une prise en charge sanitaire et sociale de ces malades, parce que beaucoup de ces consommateurs de le crack c'est très dur comme drogue, que ces consommateurs de crack soient pris en charge au niveau médical et social. Alors on va revenir un peu en arrière, on le disait, ça fait 1 an que c'est les toxicomanes qui étaient initialement dans le jardin des Halles à Paris ont été déplacés ici en Car. On l'a dit, la situation devait durer quelques semaines. Vous, ça fait 1 an. Quels sont les échanges que vous avez avec les autorités, la préfecture de police depuis 1 an? Eh bien, depuis 1 an jusqu'à la fin du mois d'août, zéro, rien. On avait écrit au Premier ministre Castex, on avait écrit au Président de la République, au ministre de la Santé, au ministre de l'Intérieur, au préfet de police, au préfet de région qui est chargé du plan CRAC, à l'Agence régionale de santé, zéro, rien du tout. Et là, tout d'un coup, depuis la fin août, avec le nouveau préfet de police, M. Nunez, le préfet de police de Paris et du Grand Paris, nous avons une réponse et nous serons reçus début octobre, les maires de Pantin, d'Aubervilliers et du 19e arrondissement, par ce préfet de police, je l'espère, avec une solution à la clé. Alors vous avez également annoncé que vous allez saisir Claire Hédon, qui est donc la défenseuse des droits. Qu'est-ce que vous attendez d'elle? Eh bien, la défenseure des droits est compétente lorsque les droits et les libertés sont bafoués. Et là, on estime qu'à Pantin, à Aubervilliers, à Paris 19e, la présence des drogués en masse, ils défoncent les portes, ils agressent, ils cassent les vitrines, ils volent, est une atteinte à l'ordre public et le droit à la sécurité des personnes et des biens n'est plus assuré sur ce quartier. Première chose. Et la deuxième chose, ces craqueurs, ce sont des gens malades, je vous l'ai dit, et ils ont droit comme tous à la protection de la santé. Et donc on demande à la défenseur des droits d'enjoindre l'État à faire respecter ces 2 droits et libertés, la liberté d'aller et venir, la liberté de la sécurité et puis la protection de la santé. Merci beaucoup, monsieur le maire. Voilà donc la manifestation qui devrait partir d'ici quelques minutes, rejoindre à la mairie d'Aubervilliers. Il y a un départ de là-bas aussi, et puis arriver au niveau du quartier des 4 chemins. C'est là où se concentre la majorité des problématiques qu'on vient d'évoquer. Merci beaucoup Nicolas Coadou, donc aux côtés du maire de Pantin avec Jean-Baptiste Margotta. On en vient à présent à cette importante grève chez Carrefour. Les employés réclament de meilleures conditions de travail et de salaire. Les grévistes réclament des augmentations à la hauteur de l'inflation, malgré les efforts déjà consentis par leur direction. Exemple à Antibes, plus gros établissement en termes de chiffre d'affaires où les salariés en grève bloquent l'entrée. Adélaïde Mangin. Le temps gris et la pluie n'ont pas découragé ces salariés du groupe Carrefour à Antibes. Voilà, on vous donne un petit tract parce que les salariés de Carrefour s'en sortent plus aujourd'hui. Sur ce site, il y a 70% de grévistes selon les syndicats. Ils sont venus dire leur colère à propos de la proposition d'augmentation de salaire qu'ils jugent très insuffisante. Aujourd'hui, ils nous proposent 2,5% d'augmentation et une prime de 100 €. Donc on est carrément en deçà de ce qui se passe actuellement avec l'inflation. Et voilà, aujourd'hui c'est un ras-le-bol général. Pendant le Covid, on a été là, on était les héros. Les héros de la grande distribution, on a servi la France. Aujourd'hui, voilà le remerciement. Au-delà de cette sensation d'être oublié, certains décrivent une situation de plus en plus difficile, voire intenable au quotidien. Parce qu'il y a tout qui augmente dans la vie, l'électricité, le gaz, le prix de l'essence. En fait, les salaires, ça ne suit pas, quoi. Tout simplement, on est là pour ça. Moi, je suis à 1678 brut, donc 2,5% de ça en brut. Ça ne correspond pas du tout à l'inflation de la France, avec la vie actuelle, qui est de 5,9% sur notre net. Dans ses propositions, la direction du groupe indique aussi que la remise sur achat de 12% sera prolongée jusqu'à fin mars 2023 et explique que depuis août 2021, il y a eu une augmentation totale de 8,3% des salaires. La météo. La météo avec Best Western Hotels & Resorts, des hôtels uniques pour voyager, se ressourcer et s'évader. Est-ce que vous venez à l'agence pour un projet avec l'adresse? La météo avec l'adresse. Faites le plein d'énergie en regardant la météo avec Groupe Verlaine. Installation de centrales photovoltaïques pour produire gratuitement sa propre électricité.
Avec l'automne, c'est aussi le retour de la pluie, de bonnes quantités de pluie pour ce samedi sur 2 zones, toujours donc sur l'extrême nord, notamment sur les côtes du Calvados en remontant sur l'extrême nord du pays. Et puis on retrouve également ces précipitations qui ont circulé donc tout au long de la nuit d'ouest en est et que l'on retrouve actuellement donc à l'est du Rhône et principalement sur la Corse. De bons cumuls sont attendus jusqu'à ce soir, jusqu'à 100 mm de précipitations. Et puis à l'arrière, on a aussi un temps relativement humide qui s'installe sur l'ensemble du pays. Donc beaucoup d'agitation. Demain matin, on va retrouver encore de l'humidité résiduelle près des côtes de la Manche, encore quelques ondées. Donc retour quand même au calme sur le littoral méditerranéen. La Corse restera encore sous un temps instable. Et puis sur le centre et sur les régions de l'Est, de l'Alsace, jusque sur le nord des Alpes, là on aura un ciel très chargé avec quelques précipitations ici ou là et quelques flocons de neige au-dessus de 2200 mètres. Un coup d'œil à votre après-midi avec un ciel qui devrait quand même s'éclaircir un tout petit peu. Alors on va conserver quand même un peu d'instabilité sur le centre-est en remontant sur l'Alsace, du vent en Méditerranée et puis une belle amélioration aussi qui se dessine près des côtes de la Manche avec un ciel de plus en plus lumineux mais encore un risque d'averse. Un coup d'œil rapidement à vos températures pour demain matin. Des valeurs qui seront en baisse partout, comprises entre 8 et 17 degrés. 8 à Lille, 17 degrés ce sera pour Nice et dans le courant de l'après-midi. Les températures seront stationnaires, donc de l'air beaucoup plus frais est arrivé 17 à Bourges par exemple et on attend jusqu'à 25 encore en Corse. C'était la météo avec Best Western Hotels & Resorts. 300 hôtels, 3, 4 et 5 étoiles partout en France. Est-ce que vous venez à l'agence pour un projet avec l'adresse? C'était la météo avec l'adresse. C'était la météo avec Groupe Verlaine. Sortez de la précarité énergétique en isolant votre maison par l'extérieur avec Groupe Verlaine. Groupeverlaine.com. Il se lève tôt pour que vous soyez les premiers informés. Bonjour Adeline. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Dès 6h sur BFM TV. Bienvenue dans votre nouveau chez vous. C'est grand, c'est beau. Première édition a vu les choses en encore plus grand. Ici, on parle de tout. Pendant quelques heures, un déluge de pluie. Comment réduire sa consommation d'énergie? La réforme de l'assurance chômage, elle va être beaucoup plus décisive que la précédente. C'est en train de devenir le débat politique de la rentrée. Le site a été touché par de multiples frappes. Aucun sujet n'est tabou. Lorraine, tu vas parler de quoi? Britney Spears. Ah, rien n'est interdit. Et surtout pas la bonne humeur. et sinon le sommeil, ça va mieux? Oui, merci de vous réveiller. Première édition, du lundi au vendredi, de 6h à 8h30 en direct sur BFM TV. Intelligente et autorégulée, ma piscine Magiline devient connectée au son de ma voix, Balnéo. Et obéissante du bout de mes doigts. Piscine Magiline, piscine nouvelle génération. Si on vous dit des produits de qualité, surgelés, frais et épicerie livrés chez vous jusqu'à la plus petite route de campagne par des livreurs attitrés et attentionnés, vous nous dites « C'est dingue !» Et on vous répond que oui, c'est Place du Marché. Testez-nous. Une commande est offerte pour 3 commandes livrées. Place du Marché, la solution pratique pour vous faire livrer vos courses de la semaine. Commandez sur placedumarché.fr ou par téléphone au 30 40. Complice. Meilleur amant. Meilleur ami. En un mot, c'est toi. Hybride par nature. Renault Arcana. Renault Arcana E-Tech Hybride Fast Track. Encore plus équipé et disponible sous 30 jours. N'attendez plus. Mais dis donc, t'es plein d'énergie en ce moment. Bourré d'énergie! Groupe Verlaine m'a installé une centrale photovoltaïque de 3 kg au prix de 7 900 €. Du coup, je produis et je consomme maintenant ma propre électricité. Youhou! Inscrivez-vous vite sur groupeverlaine.com ou appelez le 36 20 et dites Groupe Verlaine. Groupe Verlaine, on t'aime. Et si Sofinco vous aidait à consommer de manière plus responsable? Avec Sofinco, optez pour des produits fabriqués près de chez vous. Par exemple, sur laredoute.fr, payez votre nouveau canapé Made in France en plusieurs fois. Retrouvez les offres Sofinco sur laredoute.fr. Sofinco, vous donnez de l'avance. Jolie voiture. Pas mal non plus la vôtre. C'est vert. C'est bleu.
Non, il a raison, c'est vert. Allons-y. Vraiment bizarre. Nouvelle Fiat 500, des 139 € par mois, sans condition de reprise. Déjà plus de 80% de Fiat 500 vendus en électrique. Pourquoi pas vous? Renoncez peut-être à la salle de pétanque et misez plutôt sur ce parc pour vendre votre bien 12% plus cher. Découvrez notre outil d'estimation sur meilleursagents.com. Dans la vie, on aimerait tous avoir un petit coup de pouce pour faire le bon choix. C'est pour ça que la centrale crée l'indicateur Bonne Affaire. Une jauge vous permettant de voir instantanément les bonnes affaires du moment. La centrale. L'occasion, c'est un métier. Propriétaire ou bailleur, en isolant et ravalant votre maison par l'extérieur à partir de 79 € par mois. Restez au frais l'été et au chaud l'hiver. Baissez vos factures de chauffage jusqu'à moins 75%. Inscrivez-vous vite sur groupeverlaine.com ou appelez le 3620 et dites Groupe Verlaine. Groupe Verlaine, on t'aime. Le voyage est une page blanche. Sa beauté n'est pas de savoir jusqu'où vous irez, mais ce qui vous fait avancer. Nouvelle DS7, le raffinement pour seul guide. Découvrez Nouvelle DS7 dans votre DS Store. Prenez rendez-vous sur dsautomobile.fr. Il est bientôt 16h, merci d'être avec nous sur BFM TV à la une de l'actualité de ce samedi. Faut-il accueillir en France les déserteurs russes comme souhaite le faire l'Allemagne? Et ce alors que des milliers de Russes fuient leur pays et que Vladimir Poutine alourdit ce samedi les peines pour reddition et facilite la naturalisation des étrangers prêts à combattre. Dans le même temps, alors que l'armée ukrainienne poursuit avec succès sa contre-offensive près de Kharkiv, dans la région de Donetsk, les habitants russes de cette oblast, mais aussi de 3 autres régions de l'Est et du Sud de l'Ukraine, continuent de voter pour ou contre une annexion de ces régions par Moscou. Un simulacre de référendum dénonce l'Occident et le président Zelensky. Alors que le thermomètre a nettement baissé en France, nous sommes en dessous des normales de saison, faut-il rallumer le chauffage ou attendre un peu? Entre confort et factures qui explosent, le choix est parfois difficile. Et puis une manifestation se déroule ce samedi entre Pantin et Aubervilliers où se sont installés depuis un an des consommateurs de crack. Les habitants ont ras-le-bol. Chacun se renvoie la balle et au final, toujours aucune solution. Nous serons sur place dans ce journal. Cette image tout d'abord en direct sur BFM TV, image d'une manifestation en Russie contre la mobilisation partielle des réservistes ordonnée par Vladimir Poutine. On se souvient que ces derniers jours, des centaines de manifestants avaient été arrêtés, ce qui va être sans doute le cas à nouveau aujourd'hui. Patrick Martin-Genier, ces personnes qui sont là prennent des risques à venir manifester comme ça. Elles prennent des risques considérables, mais ça montre bien qu'il y a une opposition de plus en plus importante contre Vladimir Poutine et cette volonté d'enrôler notamment des jeunes pour aller combattre en Ukraine, dans donc ces territoires occupés. Oui, il y a véritablement une montée de la contestation. Pourquoi? Parce que l'ordre de mobilisation partielle qui touche l'intégralité des familles fait qu'aujourd'hui, une couche très importante de la population ne veut pas aller se battre en Ukraine et n'approuve pas ce conflit. Il y avait déjà une première opposition qui était plus politique, elle était quand même restreinte, modérée, mais désormais, comme ça touche beaucoup de personnes, on voit bien aujourd'hui que partout sur les territoires, notamment dans la région de Moscou, il y a de plus en plus d'opposition, mais ce sont des personnes qui prennent des risques. Pourquoi? Parce qu'ils encourent 10 ans de prison, notamment à cause de ce décret qui avait été délibéré par la Douma en début de semaine, qui a été signé aujourd'hui par Vladimir Poutine, qui effectivement augmente considérablement les peines pour les gens qui ne veulent pas s'enrôler. Alors, la manifestation que l'on voit qui se déroule actuellement en Russie est assez peu fréquentée, il faut le dire. Il y a quand même assez peu de manifestants là à l'heure actuelle, mais tout de même ça montre, Patrick Martin-Genier, une opposition en tout cas qui ne se cache plus, parce qu'on avait peu l'habitude en Russie de voir des opposants dans la rue. Voilà. C'est ça qui est important.
Il y a eu dans un premier temps des opposants politiques, des conseillers municipaux, des députés qui ont osé s'opposer. On a même vu une pétition à Saint-Pétersbourg. Mais là, ça, une opposition, même si vous dites effectivement qu'il ne semble pas qu'il y ait des centaines de personnes, c'est quand même des gens, et vous voyez des femmes également, des épouses, des mères, qui ne veulent plus que leurs proches aillent à la guerre. Et donc, on ne se cache plus aujourd'hui, en effet, avec des personnes qui prennent un risque, qui sont extrêmement courageuses, qui ne veulent plus de cette guerre, qui sont interpellées. Et donc aujourd'hui, oui, on a une opposition qui ne se cache plus. C'est quand même un signe supplémentaire, selon moi, de la fragilisation du pouvoir de Vladimir Poutine. Alors, il y a des milliers de gens, on le disait, qui fuient ces combats, qui ne veulent pas aller faire la guerre en Ukraine. Quelle est l'ampleur justement de ces départs depuis la Russie? 300 000 appelés officiellement, sans doute beaucoup plus. Depuis l'appel à la mobilisation partielle de mercredi, donc par Vladimir Poutine, ils sont des milliers à fuir. Beaucoup refusent de participer à cette guerre en Ukraine. Clément Gauvin. Des files d'attente qui s'étirent sur plusieurs kilomètres. À la frontière entre la Russie et la Géorgie, des milliers de citoyens russes tentent de fuir chaque jour et parfois à vélo leur pays. Un exode massif depuis jeudi et l'annonce de la mobilisation militaire par le Kremlin. Le problème n'est pas que nous ayons peur, le problème est notre désaccord avec cette situation. Je n'aime pas beaucoup ce qu'ils font. Je suis désolé pour nos frères ukrainiens. J'ai beaucoup de parents en Ukraine et je n'aime pas ça du tout. Tous les gens que je connais sont en panique. La majorité des gens ne savent pas quoi faire. Beaucoup ne peuvent pas partir. Plus de 70% de la population n'a pas de passeport. Des scènes similaires ont été aperçues en Finlande, avec des centaines de voitures stoppées à quelques mètres seulement du poste frontière. Face à cette situation, le gouvernement finlandais a annoncé durcir les conditions d'entrée des Russes sur son territoire. Pourtant, selon le Kremlin, il serait près de 10 000 dans tout le pays à s'être portés volontaires pour rejoindre l'armée. Sur ces images diffusées sur les réseaux sociaux, des hommes au visage fermé, parfois en pleurs, font leurs adieux à leurs proches dans un village situé en Sibérie, avant de monter dans un bus et d'être emmenés dans des salles d'enregistrement comme celle-ci. Première étape avant de rejoindre les troupes en Ukraine. Une mobilisation de près de 300 000 hommes, dont fait partie le fils de ce haut responsable russe en Crimée. Mon fils a été appelé et il est parti ce matin pour rejoindre l'armée. Je suis fier de lui, de ce qu'il a fait. Il n'y a pas de différence. La loi est la même pour tous. C'est une période difficile, mais le pays a besoin de tout le monde. Les gars qui servent actuellement sur le front attendent notre soutien. Des nouveaux soldats mobilisés par le Kremlin en urgence, pour certains déjà prêts à partir sur le front en Ukraine. Les conséquences, de nombreux Russes ont donc décidé de fuir par la route dans les pays frontaliers, notamment la Géorgie. Alors y a-t-il un afflux massif de citoyens russes sur place? Philomène Rémy est à la frontière entre la Russie et la Géorgie. Derrière moi, l'unique poste frontière qui sépare la Géorgie de la Russie. Et ici, on assiste depuis plusieurs jours à un afflux continu de citoyens russes. Jour et nuit, ici on arrivait très tôt avec Fanny Morel. Et il y avait déjà une file d'attente côté russe de plus de 10 km de long. Depuis, cette file d'attente s'est allongée de plusieurs kilomètres, une attente qui est justifiée par des contrôles des autorités russes. Les Russes veulent savoir si chaque homme qui passe cette frontière n'a pas déjà été mobilisé. Et puis, bien sûr, l'autre raison qui explique la popularité de ce poste frontière, eh bien, c'est que les Russes peuvent arriver de partout en voiture et éviter des billets d'avion exorbitants. Depuis l'annonce de Vladimir Poutine, les prix des billets d'avion ont explosé. Ici, tous les moyens sont bons pour arriver. On a vu certains hommes passer en bicyclette, d'autres en trottinette. Et ceux à qui on a pu parler, eh bien, puisque ce sont majoritairement des hommes à ce poste frontière, certains sont venus avec leur famille, mais beaucoup ont tout laissé derrière eux et sont venus seuls. Et ce qu'ils nous ont confié, eh bien, c'est qu'ils se sentent soulagés. Ils sont bien sûr épuisés, mais soulagés car tous sont venus pour la même raison, éviter une potentielle mobilisation au sein de l'armée russe. L'Allemagne s'est dite prête à accueillir les déserteurs de l'armée russe. Avant d'évoquer éventuellement la question en France, on retrouve Violette Bonnebat, notre correspondante à Berlin. Les opposants à Poutine sont les bienvenus en Allemagne, c'est ce qu'a dit le gouvernement allemand, Violette. Oui, tout à fait. Et désormais, les déserteurs de l'armée russe sont considérés ici en Allemagne comme des victimes de persécutions politiques. Pourquoi ? Eh bien parce que en refusant de combattre, ils risquent des années de prison en Russie et donc
à ce titre, ils vont pouvoir demander l'asile en Allemagne. Alors, cela ne va pas concerner énormément de monde dans l'immédiat, parce que d'abord, pour pouvoir faire une demande d'asile, il faut aller jusqu'au territoire allemand. Ce n'est pas possible dans une ambassade. Ensuite, eh bien, les contrôles vont être renforcés. C'est ce qu'a annoncé le gouvernement, afin que des espions russes, afin que justement d'éviter que des espions russes n'en profitent. À ce stade, cette annonce, c'est avant tout un geste fort, un geste symbolique de soutien et d'encouragement de l'Allemagne aux opposants en Russie. L'Allemagne qui accueille déjà depuis le début de l'année, depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, plusieurs milliers de Russes qui se sont exilés, essentiellement des militants des droits de l'homme, des journalistes, des intellectuels opposés à cette guerre. Il faut souligner que l'Ukraine n'est pas d'accord du tout avec le choix de l'Allemagne. C'est une décision catastrophique, a jugé l'ambassadeur ukrainien. Les jeunes Russes qui ne veulent pas faire la guerre doivent faire tomber Poutine au lieu de déguerpir. C'est ainsi qu'il a réagi. Merci Violette Bonnebat pour ces précisions donc, sur l'accueil de ces déserteurs russes en Allemagne. Alors faut-il les accueillir en France également? On en parle avec nos invités. Bonjour Alexandre Nicoli, vous êtes président du groupe Rassemblement National au Conseil régional du Centre Val-de-Loire. Nous sommes également avec Patrick Vignal, député Renaissance de l'Hérault. Cette question, tout d'abord, Patrick Vignal, est-ce que vous êtes favorable à l'accueil de ces déserteurs russes? Vous savez, d'abord, ce ne sont pas des déserteurs, ce sont des gens qui fuient une guerre avec un dictateur qui veut affamer non pas l'Ukraine, mais toute l'Europe. Bien sûr qu'il faut les accueillir, il faut que ce soit toute l'Europe qui les accueille. Vous savez, j'ai le cas d'un jeune étudiant, je ne vais pas dire son nom, je dirais que son prénom, qui s'appelle Anton. Il veut venir continuer ses études à la faculté de Montpellier, mais il faut qu'il y ait les bras ouverts, les fenêtres et les portes de la fac de Montpellier de médecine. Bien sûr, vous savez, ce conflit, comment il va s'arrêter? Il va s'arrêter, si vous voulez, à un moment donné, aussi avec de la négociation. Et je suis ravi que le président de la République continue à négocier avec Vladimir Poutine. Il faut qu'on trouve une sortie honorable pour tout le monde. Donc oui, il faut que toute l'Europe accueille ces gens. Parce que, vous savez, mon rêve, il est facile. On accueille beaucoup d'Ukrainiens et d'Ukrainiennes à Montpellier. Vous imaginez la force, la symbolique d'avoir des Ukrainiens et des Russes qui refusent ce dictat, qui refusent cette absence de démocratie. Donc oui, toute l'Europe doit accueillir ceux qui fuient la guerre et le dictateur qui s'appelle Vladimir Poutine. Alexandre Nicoli, vous n'êtes pas d'accord, c'est plutôt non pour vous, l'accueil de ces déserteurs russes? Mais nous, on était contre qu'on restreigne les visas des Russes. Enfin, ça fait des mois qu'on sanctionne le peuple russe, alors que, c'est des mesures qu'on n'avait jamais prises auparavant. Enfin, on les sanctionne donc en limitant leurs visas pour qu'ils puissent se déplacer. On sanctionne les Russes dans le sport. Pourquoi on ne le fait pas avec les Azerbaïdjanais qui sont en train de s'en prendre à l'Arménie? Pourquoi on ne le fait pas avec l'Arabie Saoudite qui s'en prend au Yémen? Aujourd'hui, on a tout fait pour que les Russes sentent qu'on s'oppose à eux personnellement et individuellement. Il faut évidemment s'opposer à la politique de Vladimir Poutine, mais pas aux Russes. Donc là, quand on entend ce que veulent faire les Allemands, c'est-à-dire choisir entre, et essayer de déterminer qui est déserteur, qui est espion. Mais comment on reconnaît un bon et un mauvais Russe? Fallait pas revenir sur, il fallait pas mettre en place ces visas. Il faut continuer à pouvoir accueillir des Russes, ne pas s'en prendre au peuple russe, aux individus. Et si on n'avait pas pris ces mesures, aujourd'hui, on ne serait pas obligé de se déjuger comme on va le faire sûrement prochainement. On voit l'absurdité des mesures qui ont pu être prises là-bas sur le territoire en prenant des décisions qui vont à l'encontre du peuple et également sur les déplacements individuels des Russes dans tous les domaines pour se déplacer dans le sport, dans la culture, on s'en prend aux individus et aux individus russes comme si on en voulait aux Russes eux-mêmes quoi. Et c'est une décision qui est absurde depuis des mois et j'espère que ça va nous ouvrir les yeux pour ça va montrer aux gens qu'il y a évidemment des Russes qui s'opposent à ça et on ne peut pas quelque part amalgamer, stigmatiser tout un peuple. Vous dites qu'il faut s'opposer à Vladimir Poutine et pas au peuple, mais si on accueille des déserteurs de ce pays, de la Russie, ça veut dire que ce sont des opposants à Vladimir Poutine. C'est pas la même chose pour vous ? Mais quelqu'un qui veut pas faire la guerre, aujourd'hui, vous savez, il y a des gens, ils n'ont pas de position politique. Il y a des gens qui ont peur et à juste titre. Ils n'ont pas envie d'aller perdre la vie en Ukraine. Ils ont le sentiment que c'est pas leur guerre, même s'ils n'ont pas de position claire. Mais ces gens-là, jusqu'à maintenant, ils pouvaient bénéficier de visas sur une période courte et se déplacer en Union européenne. Il y a quelques semaines, on a restreint ces visas en s'en prenant donc à ces Russes. Et aujourd'hui, on va se déjuger en revenant dessus parce qu'on se rend compte que il y a des déserteurs massifs
massive et des gens, des Russes qui ne veulent pas de cette guerre et qui veulent aller vivre ailleurs. Patrick Vignal, si on accueille ces citoyens russes en France, avec quel statut ? Mais attendez, moi je voudrais répondre à mon collègue là, très simplement. Il y a des gens qui ne veulent pas faire la guerre. Vous avez vu les maires, celles qui ont pu encore s'opposer parce que la Russie c'est pas une démocratie. Vous avez vu que les gens qui ont manifesté, ils finissent en prison. Donc le vrai débat c'est, et tant mieux, il faut que la Russie se soulève à un moment donné. Mais c'est compliqué. Nous en France, quand on n'est pas d'accord avec une majorité, on va dans la rue, on négocie, on fait avancer les choses. En Russie, vous avez même vu que c'est pas possible. Donc il faut qu'il y ait des visas d'une année, de 2 ans. Il faut qu'on arrive à régler cette guerre. Donc on a décidé à un moment donné de mettre en place des conditions qui font qu'on essaie de faire en sorte que la Russie abandonne son projet et les jeunes Russes ou les moins jeunes qui veulent venir, il faut qu'ils puissent avoir un visa, il faut qu'ils puissent apprendre la langue française. On a besoin aussi d'immigration. Vous savez, en ce moment, on a un problème de soignants, on a un problème de gens pour travailler dans le tourisme. Donc moi, je suis fier et ravi que la France soit une terre d'asile et d'accueil. Donc c'est pour ça que je ne comprends pas la réflexion de mon collègue. On n'attaque pas les Russes. Quand vous avez un jeune de 20 ans qui refuse de servir de la chair à canon parce qu'il n'est pas formé pour être militaire et qui veut passer la frontière de la France, bien sûr qu'il faut l'accueillir les bras ouverts et lui offrir une vie nouvelle, une vie décente. Patrick Martin-Genier, au-delà de l'accueil de ces déserteurs, c'est vraiment un casse-tête pour Vladimir Poutine. On le voit aujourd'hui puisqu'il a utilisé de nouveaux stratagèmes ce samedi. Il a alourdi par exemple les peines pour reddition et pour désertion. Il facilite par ailleurs aussi la naturalisation des étrangers qui sont prêts à combattre. Bien sûr, bien sûr. D'une part, effectivement, il a signé ce décret qui avait été délibéré par la Douma en début de semaine, qui permet effectivement de condamner jusqu'à 10 ans de prison les déserteurs, les gens qui fuient, les jeunes, ceux dont il a besoin pour les combattre en Ukraine. Et ça, effectivement, ça montre bien qu'il est en situation de faiblesse. Par ailleurs, effectivement, tous les gens qui acceptent, dans d'autres pays d'ailleurs, même à côté, qui accepteraient de venir, comme en Bélarus ou à côté en Kazakhstan, tous ces gens qui sont en fait, de fait, potentiellement présents, peuvent obtenir la nationalité russe très rapidement s'ils vont combattre en Ukraine. Donc on voit bien que tout cela, ce sont des signes qui montrent qu'il y a vraiment une faiblesse de Vladimir Poutine dans la mobilisation. Il n'y parvient pas malgré cette volonté d'une mobilisation partielle de la population. Ceci dit, on a vu également des militaires y aller en Ukraine. Donc ça peut peut-être faire la différence. S'il arrive à recruter quelques centaines de milliers de personnes, ça peut en effet modifier les rapports de force sur le terrain. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle offensive de Vladimir Poutine, à la fois cette mobilisation et ce référendum qui doit lui permettre de reprendre l'offensive sur le terrain. Et pendant ce temps-là, il y a aussi ces pseudo-référendums, comme les appelle Volodymyr Zelensky en Ukraine, des pseudo-référendums russes d'annexion qui se poursuivent jusqu'à mercredi. La Russie fait voter donc 4 territoires ukrainiens. Le résultat ne fait qu'un de doute. Pour Joe Biden, les référendums de la Russie sont un simulacre, un prétexte fallacieux pour essayer d'annexer des parties de l'Ukraine par la force. Unanimité de la communauté internationale sur ce pseudo-référendum. Oui, alors unanimité effectivement de l'ensemble de ce que j'appelle moi la coalition internationale pour la libération de l'Ukraine. En d'autres termes, les démocraties, les États-Unis, l'Europe. Ce qui ne veut pas dire que certains États ne le reconnaîtront pas, mais ce seront les alliés de la Russie. Mais comme vous dites, effectivement, il y a une immense majorité d'États qui vont condamner ces pseudo-référendums qui seront votés par une extrême minorité de pro-russes. L'objectif étant pour Vladimir Poutine de faire reconnaître ces 4 territoires, donc le Donetsk, Lugansk, Zaporijia et donc Kherson, comme étant membres à part entière de la Fédération de Russie. Ce qui veut dire que dès lors qu'on pénétrera ou qu'on ira défendre ces 4 régions, ce sera une attaque directe contre la Fédération de Russie avec les conséquences militaires que cela pourra entraîner. Merci beaucoup Patrick Martin-Genier. Cette question à présent qui est indirectement liée à la situation russo-ukrainienne. Faut-il rallumer le chauffage en France alors que les températures, vous l'avez constaté, ont baissé assez rapidement et brutalement entre confort et factures qui explosent avec la hausse du prix de l'énergie. Le choix est parfois difficile. Maëva Lamy, Pierre Humez et Pauline Delevoye. Une météo pluvieuse, un ciel gris. Dans le nord, les températures se rafraîchissent et les habitants hésitent à rallumer dès à présent leur chauffage. On l'a mis 2-3 jours et on a éteint. Il fait froid, oui. Oui, j'ai un mari qui est souffrant et je suis obligée de mettre le chauffage. Je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de plus que 16-18 degrés, il y en a assez. On a sorti les gros pyjamas.
les peignoirs et on va attendre. La question se pose aussi dans les bâtiments où le chauffage est collectif, notamment les logements sociaux. D'ordinaire, il est allumé à partir du 15 octobre et jusqu'au 15 avril. Mais cette année, en pleine crise énergétique, les bailleurs comptent bien en limiter au maximum l'usage. Pour un chauffage de type 3, donc 68 mètres carrés, on passe de 544 € à 973 € en moyenne. Alors on va essayer de s'adapter aux conditions climatiques et on va sans doute aussi réguler les périodes de chauffe, notamment entre 22h et 6h du matin pour faire en sorte qu'on puisse faire baisser la facture. Le gouvernement appelle lui aussi à la sobriété énergétique. Il préconise une température de chauffage maximale de 19 degrés. Alors pour éviter de voir la note flamber, les spécialistes rappellent quelques conseils. Avoir peut-être plus d'activité pour se réchauffer corporellement, veiller à bien s'alimenter et mettre quelques épaisseurs de plus. Bonne nouvelle toutefois, les températures devraient rester stationnaires dans les prochains jours. Un bref répit avant le retour du froid. Dans l'actualité également de ce samedi, 1 an après l'installation du campement de toxicomanes Porte de la Villette, une manifestation a lieu. Les habitants sur place disent vivre un enfer. On va aller du côté de Pantin, c'est dans le nord de Paris, en Seine-Saint-Denis, pour retrouver Nicolas Coadou. Manifestation qui est partie il y a quelques minutes, direction Aubervilliers. Il y a plusieurs cortèges dans le vôtre, il y en a une centaine. Nicolas, et vous êtes aux côtés, je crois, de l'un des manifestants, un membre d'un collectif. Oui, absolument. C'est, vous savez, le collectif Anti-Crack 93 qui est à l'origine de cette manifestation. Alors, manifestation, pourquoi ici ? Eh bien, parce que depuis 1 an, plusieurs centaines de toxicomanes ont été déplacés depuis le Jardin des Halles à Paris jusqu'à ici, entre Aubervilliers, Pantin et Paris 19e. Alors, initialement, la situation devait durer quelques heures, voire quelques jours. Or, ça fait 1 an, 365 jours tout pile, d'où la manifestation aujourd'hui. Bonjour Nolan, vous faites partie du collectif. Bonjour. C'est quoi la revendication aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous attendez de l'État ? On attend que les choses bougent enfin, puisque ça fait 1 an effectivement qu'ils ont été installés ici. Sans concertation, on s'est réveillé un matin et on habitait tout d'un coup à côté de la plus grande scène ouverte d'Europe. Et depuis, rien ne s'est passé, ou presque. L'État, l'activité, le ministre de la Santé, le ministre ne parle pas. Et donc nous, on est là pour exiger qu'enfin les responsables politiques prennent leurs responsabilités et nous proposent des solutions pour sortir de cette crise. À commencer par une évacuation du camp. Parce que on l'a dit, donc voilà, vous êtes membre du collectif 93 Anti-Crack, mais vous êtes avant tout un habitant de Pantin, un riverain. Donc vous voyez ces scènes de consommation de drogue quotidienne. C'est quoi les difficultés au quotidien pour les habitants ? Les difficultés, c'est la délinquance qui était déjà un sujet assez présent au 4 chemins. C'est un quartier populaire qui fait face à plein de difficultés, mais ça s'est encore augmenté. L'insalubrité, les intrusions dans les copropriétés, la mendicité agressive, la prostitution, l'exhibition. Enfin, voilà, c'est une liste assez importante et là, ça fait 1 an et c'est trop, quoi. Merci beaucoup. On vous souhaite d'être entendu. En tout cas, de son côté, le maire qu'on a entendu un petit peu plus tôt sur BFM TV, le maire de Pantin, a annoncé qu'il allait saisir la défenseuse des droits, Claire Hédon, pour faire cesser cette situation qui donc dure depuis 1 an, comme on vous l'a dit. Merci Nicolas Coadou avec Jean-Baptiste Margotta pour BFM TV en Seine-Saint-Denis pour cette manifestation qu'on va continuer de suivre avec vous cet après-midi. La politique à présent, et on reparle de la réforme des retraites alors que la majorité a affiché ses divergences sur le sujet. Emmanuel Macron réunira la semaine prochaine la Première ministre Elisabeth Borne, les ministres concernés ainsi que les chefs de la majorité pour discuter de cette réforme. Les précisions d'Alexis Cuvillier du service politique de BFM TV. Ce sera une réunion à l'Elysée avec, vous l'avez dit, les ministres concernés, les chefs de la majorité et Elisabeth Borne, dans l'optique d'apaiser, nous dit l'entourage du chef de l'État, et de rappeler, au-delà de la forme, l'objectif de fond, une réforme du système de retraite opérationnel dès l'année prochaine. Nous ne connaissons pas encore la date de cette réunion. Ce que l'on sait, c'est qu'elle aura forcément lieu après lundi matin, où un conseil des ministres important se tient à l'Elysée, avec notamment la présentation des textes budgétaires. L'annonce de cette réunion est intervenue dans la foulée d'un déjeuner qui a eu lieu hier midi entre la Première ministre et Emmanuel Macron sur cette thématique. À l'issue de ce repas, toutes les options restent sur la table, a dit un proche du chef de l'État à l'AFP. Le dossier enflamme la classe politique depuis 2 semaines, depuis que le chef de l'État a dit ne pas exclure un passage en force de la réforme dès cet automne, la réforme des retraites. Cela a contribué même à braquer ceux qui soutiennent le fond de cette démarche, à la fois les députés républicains
Républicains qui sont un soutien absolument nécessaire puisque vous le savez, le gouvernement n'a pas de majorité, mais aussi, et c'est plus surprenant, un certain nombre de personnalités au sein même de cette majorité. L'allié François Bayrou, qui l'a répété encore à l'occasion de la rentrée de son parti qui se tient en ce moment à Guidel dans le Morbihan. Il faut que nous soyons capables de débattre des sujets les plus brûlants. La présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, est sur une position similaire. Selon les informations du service politique de BFM TV, Elisabeth Borne en personne partagerait elle aussi les doutes sur ce passage en force et entre autres raisons, comme le rappelait un proche du président, si une motion de censure est votée, le gouvernement saute et Borne saute aussi. La première ministre qui pourrait en dire plus sur sa position à l'occasion de sa venue dans nos studios. Ce sera lundi matin, sera l'invité de BFM TV de RMC. L'actualité aussi en Iran, selon les médias d'État, au moins 35 personnes ont été tuées dans les violentes manifestations déclenchées depuis plus d'une semaine après la mort d'une jeune femme arrêtée par la police des mœurs pour port de vêtements inappropriés. Et cette actualité iranienne, elle s'exporte en France cet après-midi avec cette manifestation de soutien qui a lieu place d'Italie. Vous voyez, toutes ces personnes sont venues pour soutenir la cause des femmes iraniennes, image de Johan Chérifi. 16h22, restez avec nous dans un instant. Nous reviendrons sur ces manifestations en cours en Russie pour protester contre la mobilisation partielle qui a été décrétée par Vladimir Poutine mercredi. Plusieurs milliers de personnes qui sont concernées par ces mobilisations tentent de fuir la Russie. Vladimir Poutine, lui, alourdit les sanctions à leur encontre. On en parle dans quelques instants et on sera donc en direct de Saint-Pétersbourg. Vous verrez ces images de cette manifestation réprimée et toujours en cours. Qui peut concurrencer MAF Pro? Moi qui suis artisan, je cours toute la journée. Alors je préfère MAF Pro. Vos conseillers, au téléphone, en agence ou dans vos locaux. Mon conseiller pro, toujours là pour moi. Je préfère la MAF. Complice. Meilleur amant. Meilleur ami. En un mot, c'est toi. Hybride par nature. Renault Arcana. Renault Arcana E-Tech Hybride Fast Track. Encore plus équipé et disponible sous 30 jours. N'attendez plus. Une croisière? On n'est pas Crésus, nous. Mais ils n'ont peut-être jamais voyagé avec Costa. Costa. Believe your eyes. Mais dis donc, t'es plein d'énergie en ce moment. Bourré d'énergie! Groupe Verlaine m'a installé une centrale photovoltaïque de 3 kg au prix de 7 900 €. Du coup, je produis et je consomme maintenant ma propre électricité. Youhou! Inscrivez-vous vite sur groupeverlaine.com ou appelez le 3620 et dites Groupe Verlaine. Groupe Verlaine, on t'aime. On n'arrêtera jamais de faire tomber nos smartphones. Avec les solutions smartphones durables de Bouygues Télécom, tous nos clients forfait sensation bénéficient de 30% de remise sur la réparation de leur smartphone dans nos 500 boutiques. On est fait pour être ensemble. Bouygues Télécom. Se taper le ménage tout seul. Pas ouf. Nettoyer la baignoire. Pas ouf. Sortir les poubelles. Pas ouf. Il y a des petits problèmes que tous les jeunes aimeraient avoir. Près d'un jeune sur 4 se prive souvent de produits d'entretien, faute de moyens. Leclerc défend l'accès à l'essentiel pour tous, avec les basiques de l'entretien à moins de 9 €. Leclerc. Qui peut concurrencer la MAF? Moi, je préfère la MAF. Moi, je préfère faire la MAF. On préfère la MAF. En ce moment, plus on préfère la MAF, plus on fait d'économies. Jusqu'à 300 € de réduction si vous regroupez vos contrats. Informations et devis sur maf.fr et en agence. Moi, j'ai repris le pouvoir sur mon assurance vie. Nous, sur la réduction de nos impôts. Et moi, sur la préparation de ma retraite. Et si vous aussi, vous repreniez le pouvoir sur votre épargne? Avec Meilleur Taux, faites les meilleurs choix de placement pour préparer votre avenir et réussir vos projets. Reprenez le pouvoir avec Meilleur Taux. Propriétaire ou bailleur, en isolant et ravalant votre maison par l'extérieur à partir de 79 € par mois. Restez au frais l'été et au chaud l'hiver. Baissez vos factures de chauffage jusqu'à moins 75%. Inscrivez-vous vite sur groupeverlaine.com ou appelez le 3620 et dites Groupe Verlaine. Groupe Verlaine, on t'aime.
Bonjour. Quand Alain est sorti de l'hôpital, il a eu besoin d'aide. D'habitude, c'est sa fille qui s'occupe de lui. Mais cette fois-ci, sa fille n'était pas là. Et Alain a pu compter sur Marie, aide à domicile. Et c'est un de nos engagements d'assureur mutualiste pour votre santé. Groupama, la vraie vie s'assure ici. Et pour nos sociétaires fidèles, Groupama s'engage à débloquer 400 € pour plus de confort pendant votre séjour à l'hôpital. Pendant les jours Chris, vous avez rendez-vous avec les plus belles marques. Alors c'est le moment de profiter d'une deuxième paire offerte, aussi tendance que la première. Oui, une deuxième paire offerte parmi une sélection des plus grandes marques. 2 fois plus de plaisir, 2 fois plus de mode, 2 fois plus de vous. Venez dès maintenant profiter des jours Chris. La deuxième paire de marques est offerte. Chris, vous allez vous aimer. Dispositif médical. Déjouez la ville avec le i2008 100% électrique. Configurez et commandez-le sur le site Peugeot Store. La météo avec Best Western Hotels & Resorts, des hôtels uniques pour voyager, se ressourcer et s'évader. Est-ce que vous venez à l'agence pour un projet avec l'adresse? La météo avec l'adresse. Faites le plein d'énergie en regardant la météo avec Groupe Verlaine. Installation de centrales photovoltaïques pour produire gratuitement sa propre électricité. Retour de la pluie, retour d'un temps très agité pour cette journée de samedi avec 2 zones à surveiller, donc sur l'extrême nord des côtes du Calvados en remontant sur l'extrême nord, et puis on a ce paquet de pluie qui a circulé tout au long de la nuit d'ouest en est. On retrouve encore des précipitations soutenues et même on va les conserver sur l'extrême sud-est et surtout sur la Corse. Jusqu'à 100 mm de pluie sont attendus, et puis on voit ce bel enroulement également sur l'extrême nord. Des précipitations aussi qui arrivent par le sud-ouest du pays. Pour la journée de demain, on va conserver beaucoup de nuages, encore quelques précipitations sur le centre, sur les régions de l'Est, de la neige sur le relief des Alpes. En revanche, le pourtour méditerranéen retrouve du plein soleil, mais il y aura un petit peu d'instabilité sur la Corse. Une nuit aussi se dessine et va se confirmer dans le courant de l'après-midi sur les côtes de la Manche qui retrouveront un ciel un peu plus ensoleillé, même si on va conserver encore un petit peu d'humidité sous forme d'averses. Vos températures maintenant pour votre matinée, des valeurs qui restent très contrastées. On attend 8 degrés à Lille, 17 à Nice dans le même temps, il fera 12 à Paris, tout comme entre Biarritz et Toulouse. Et dans le courant de l'après-midi, les températures seront stationnaires, 17 à Brest, encore 25 degrés, ce sera pour la Corse. C'était la météo avec Best Western Hotels & Resorts, 300 hôtels, 3, 4 et 5 étoiles partout en France. Est-ce que vous venez à l'agence pour un projet avec l'adresse? C'était la météo avec l'adresse. C'était la météo avec Groupe Verlaine. Sortez de la précarité énergétique en isolant votre maison par l'extérieur avec Groupe Verlaine. Groupeverlaine.com. À la une de votre journal de 16h30, un simulacre de référendum, c'est ce que dénonce l'Occident et le président Zelensky. Alors que l'armée ukrainienne poursuit avec succès sa contre-offensive près de Kharkiv dans la région de Donetsk, les habitants russes de cette oblast, mais aussi de 3 autres régions de l'Est et du sud de l'Ukraine, continuent de voter pour ou contre leur annexion par Moscou. La France doit-elle accueillir des Russes qui refusent d'aller combattre? L'Allemagne a proposé de le faire alors que de nombreux Russes fuient la Russie. Et ce samedi, une manifestation contre cette mobilisation partielle a lieu en ce moment à Saint-Pétersbourg, fortement réprimée à nouveau. Et puis la colline du Crac, déplacée du 18e arrondissement de Paris au quartier de la Porte de la Villette, c'était il y a un an tout juste. Après cette décision, des habitants de cet autre quartier, devenu nouveau repère des toxicomanes, vivent eux aussi un enfer. Ils manifestent cet après-midi. Nous retrouverons ces manifestants et nous serons sur place avec Nicolas Coadou. Mais tout d'abord, donc cette image en direct sur BFM TV, une image d'une manifestation en Russie. Ça se déroule à Saint-Pétersbourg à l'heure actuelle contre la mobilisation partielle qui a été décrétée mercredi par Vladimir Poutine. Mobilisation de quelques 300 000 réservistes ordonnée par le président. Ces derniers jours, des centaines de manifestants avaient été arrêtés. Et donc vous voyez ces images qui sont déroulées il y a quelques instants donc à Saint-Pétersbourg en Russie, dans plusieurs villes. Là, on est à Moscou.
Patrick Martin-Genier, on voit ces cars qui sont dans plusieurs villes de Russie, d'où sortent de nombreux policiers qui viennent interpeller des manifestants qui prennent le risque, cette fois-ci, de descendre dans la rue pour dénoncer. Oui, tout à fait, de plus en plus, même si, effectivement, peut-être que l'ampleur n'est pas si importante que cela, mais le poids des images, c'est quand même une mobilisation partielle, mais qui est censée atteindre plusieurs centaines de milliers de réservistes, voire des millions de soldats, et donc il y a des gens qui s'y opposent. Ce ne sont pas uniquement des opposants politiques, mais c'est parce que cette mobilisation partielle touche en plein cœur de l'ensemble des familles. On voit qui sur ces photos? On voit des mères de famille, on voit des épouses. Ça, c'est en direct de Saint-Pétersbourg, effectivement. Voilà. Beaucoup de femmes. Et beaucoup de femmes qui refusent effectivement que leurs enfants partent, parce que vous savez qu'on avait recruté des jeunes dans la partie est de la Russie, des jeunes défavorisés, dont beaucoup sont décédés, sont morts. On leur a proposé de les payer, et encore une fois, effectivement, c'est ce qu'on propose, les payer toujours plus. Mais là, c'est une autre ampleur, c'est une mobilisation, même partielle, qui va toucher des dizaines de milliers de familles, et donc certains s'y opposent tout à fait courageusement, car on refuse en fait que les enfants, les maris partent et soient assurés quasiment de mourir en Ukraine. Et là, ça note peut-être un changement, Patrick, aussi, dans cette guerre, parce qu'effectivement, on le disait, il y a cette répression. Manifester en Russie, c'est très dangereux. Oui. On connaît les risques, vous en parliez. Et il y a donc cette volonté de la part de plus en plus de personnes, des femmes notamment, on le voit sur ces images, des familles à Saint-Pétersbourg sur ces images en direct. Ça, c'est une notion importante. Oui, c'est une notion tout à fait importante parce que, vous savez, dès lors que les mères de famille, les épouses s'y mettent dans cette opposition, ce n'est pas uniquement les hommes qui vont manifester, c'est aussi un refus citoyen, un refus des familles, que les membres de leur famille puissent partir. On ne peut pas perdre un mari, un fils. Ne pas perdre un mari, un fils, alors que jusqu'à présent, de cette partie est, eh bien, les familles très pauvres touchaient de l'argent et certains avaient accepté cette contrainte en quelque sorte. Mais aujourd'hui, on refuse cette prime au cercueil, si j'ose dire, mais surtout, on ne veut plus se battre. On considère que ce combat est un combat injuste et surtout, ce n'est plus une opération spéciale dès lors qu'on mobilise une grande partie de la population. Eh bien, les Russes s'aperçoivent qu'en réalité, c'est une véritable guerre qui est faite à l'Ukraine. Et pendant ce temps, faut-il le rappeler, les Russes des 4 régions ukrainiennes occupées, de Donetsk, de Lugansk, de Kherson ou encore de Zaporijia, continuent de voter jusqu'à mercredi dans le cadre de ces référendums d'annexion mis en place par Moscou. Des scrutins dénoncés par l'Occident. Dans un communiqué, le président américain Joe Biden dénonce par exemple un prétexte fallacieux pour essayer d'annexer des parties de l'Ukraine par la force. Il parle de simulacre pour ces référendums dans les pseudo-isoloirs qui reçoivent les électeurs sans observateurs internationaux. Eh bien, les conditions de vote sont aberrantes. Thomas Joubert. Une case à cocher, oui ou non. En réponse à cette question, voulez-vous faire sécession de l'Ukraine, créer des États indépendants et faire partie de la Russie? L'issue de ces référendums ne fait aucun doute, tant l'organisation de ces scrutins se fait de manière orientée. La plupart des populations ukrainiennes a majoritairement fui ces territoires. Aucun chiffre de participation n'est communiqué. Dans ce bureau de vote de Louhansk, on ne croise quasiment que des habitants pro-russes. Ils exhibent fièrement leur choix en faveur de l'annexion. J'ai voté pour que notre République devienne une partie de la Fédération de Russie afin d'améliorer notre qualité de vie. Ça fait 8 ans qu'on attend ça. On est russe, c'est notre victoire. De Volodymyr Zelensky à Joe Biden en passant par les autres dirigeants du G7, la communauté internationale dénonce des référendums fictifs, des simulacres sans aucune légitimité. Le peuple ukrainien y voit aussi une mascarade. C'est illégal. Ils sont pires que des fascistes. C'est tout simplement insupportable. Nous n'avons pas besoin de ces séparatistes. Nous vivons dans un pays libre. Nous vivions très bien avant que les Russes viennent tout détruire. Ces référendums concernent les régions séparatistes de Donetsk et Louhansk à l'est, ainsi que les zones sous occupation russe dans les régions de Kherson et Zaporijia au sud. Les résultats seront rejetés par les autorités ukrainiennes, mais Moscou prévient, la guerre changera de nature si ces territoires acceptent l'annexion par la Russie. Si l'Ukraine essaie de récupérer ces territoires, nous y verrons une attaque contre notre pays, car la constitution de la Fédération de Russie entrera immédiatement en vigueur. C'est extrêmement clair. Vladimir Poutine a prévenu que dans ces circonstances, la doctrine militaire pourrait changer de dimension, allant jusqu'à évoquer l'utilisation de l'arme nucléaire. Patrick Martin-Genier, par rapport à ces référendums, on connaît le résultat, il n'y a pas trop de suspense. Qu'est-ce que ça peut changer pour la suite ?
Vous avez écouté le porte-parole du Kremlin qui dit on appliquera la constitution russe. Et la constitution russe dit très bien que dès lors qu'il y a une menace au territoire russe, tous les moyens peuvent être utilisés pour défendre ce qu'elle regarde comme étant son territoire. Donc la menace, elle est très claire. On a vu que jusqu'à présent, il y avait cette menace nucléaire. Et évidemment, toute attaque contre la Fédération de Russie est gravissime. Et la stratégie militaire russe, c'est que tous les moyens peuvent être utilisés. En d'autres termes, dès lors que le Kremlin aura reconnu l'annexion de fait, on va dire, malgré ce simulacre de référendum, l'annexion de fait à la Fédération de la Russie, eh bien, évidemment, toute attaque, toute nouvelle frappe par la résistance, par l'armée ukrainienne, avec l'aide de l'armement occidental, sera considérée comme une attaque directe contre le territoire russe. Et donc, cela réserve la possibilité pour Vladimir Poutine de mettre à exécution cette terrible menace nucléaire. On va maintenant parler du sort des déserteurs avec vous dans un instant. Tout d'abord, on va voir que, effectivement, de l'autre côté de la frontière en Russie, plusieurs milliers de Russes tentent de quitter par tous les moyens leur pays. On les voit ici à la frontière avec la Géorgie, par exemple. Depuis cette annonce mercredi de cette mobilisation partielle, quelques 300 000 réservistes sont appelés à aller combattre en Ukraine. Conséquence, ces dizaines de kilomètres de queue qu'on voit aux différentes frontières, des Russes qui fuient. Alors, comment la population en Russie perçoit-elle ces désertions massives, ce refus face à l'ordre de mobilisation de Poutine? Les explications de Jean-Didier Rovoin, notre correspondant à Moscou. Il n'y a pas de perception générale de la population. Ce qu'on peut dire en revanche, c'est que avec cette mobilisation partielle, eh bien, l'ensemble de la population russe a pris pleinement conscience de ce qui se passe dans le sud-est de l'Ukraine. Jusqu'à présent, eh bien, c'était des soldats professionnels ou des volontaires qui s'engageaient pour aller combattre. Désormais, cela concerne pratiquement toutes les familles de Russie qui peuvent être touchées par cette mobilisation. Et donc, on voit, il y a trois réactions. Il y a les enthousiastes qui s'engagent et qui sont prêts à aller combattre et garnir les rangs de l'armée russe. Il y a ceux qui ne sont absolument pas satisfaits de cette option et qui préfèrent quitter le pays plutôt que d'entrer dans une sorte de protestation politique structurée dont ils ont bien conscience qu'elle ne mènera à rien, enfin qu'ils n'ont pas de chance d'être entendus par le pouvoir. Et puis, il y a le ventre mou, la majorité des gens qui, eux, n'ont pas le choix, peut-être pas la possibilité de partir, qui ne sont pas enclins à poursuivre cette opération militaire, mais qui n'ont pas le choix et donc ils sont obligés de se rendre aux convocations du ministère de la Défense sous peine, effectivement, d'écoper de lourdes peines de prison. Patrick Martin-Genier, le président russe, a signé aujourd'hui des amendements alourdissant des peines pour reddition ou refus de combattre, mais aussi une loi qui facilite l'accès à la nationalité russe pour les étrangers qui s'engagent dans cette mobilisation partielle. Il est prêt à tout. Là, il utilise tous les stratagèmes. Tous les gens qui veulent s'engager dans tous les pays affidés, qui sont soumis effectivement à la Russie, effectivement, il est prêt à leur accorder la nationalité extrêmement rapidement, notamment pour tous ceux qui seraient, on va dire, hésitants, notamment dans les territoires occupés, mais également au Kazakhstan. Vous avez vu qu'il y en a certains également qui s'engagent. Donc c'est un aveu de faiblesse supplémentaire. Il veut faire feu de tout bois, si vous me passez l'expression, c'est-à-dire que dès lors que tous ceux qui peuvent venir, c'est quelque chose. Il veut absolument, en réalité, écraser l'Ukraine, mobiliser. Il veut un avantage en termes d'effectifs et il s'en donne tous les moyens. Merci Patrick Martin-Genier pour vos éclairages cet après-midi dans l'après-midi Info. On en vient à présent à ces conséquences de l'ouragan Fiona, puisque après avoir touché les Caraïbes il y a plusieurs jours, c'est désormais l'Est du Canada qui est frappé. Plus de 500 000 foyers sont sans électricité sur la côte atlantique du Canada actuellement. Les explications de notre correspondante Pascale Guéricolas dans la ville de Québec. Écoutez, ça représente environ 2 habitants sur 3 pour la province de la Nouvelle-Écosse, qui est dans l'est du Canada et qui est la province qui a reçu pour l'instant vraiment le cœur de cette tempête post-tropicale. Donc, il y a énormément de dégâts matériels, que l'on pense à des bâtiments qui ont été sur le bord de l'eau, qui ont été littéralement soufflés par la tempête, des vagues de 12 mètres, c'est-à-dire à des immeubles d'une hauteur d'immeubles de 4 étages aux îles de la Madeleine, qui sont un archipel d'îles à l'est du Québec, où les pêcheurs sont dans leurs camions actuellement et ils regardent ces vagues-là, ils regardent l'effet sur leurs bateaux parce que la marée est très haute en ce moment aux îles de la Madeleine. Donc, ça veut dire que l'eau est à peu près à la hauteur du quai. C'est une tempête incroyable ici qu'on n'a pas vu, l'ampleur dont on n'a pas vu depuis
plus de 20 ans, la plus basse pression atmosphérique jamais enregistrée au Canada. On est actuellement dans le pic de la tempête. Ça devrait durer jusqu'à 21h, heure française, avec des pluies torrentielles également qui sont attendues tout au long de la journée. Donc, les habitants sont cloîtrés chez eux. Ils attendent vraiment que la tempête se termine parce que les policiers leur ont demandé de rester à l'intérieur, étant donné les dégâts qui sont causés par les arbres, les pylônes électriques qui tombent, etc. Restez avec nous sur BFM TV. Dans un instant, nous reparlerons de cet avion qui a raté son atterrissage et qui a terminé dans un étang à Montpellier. Image, regardez, spectaculaire. Il n'y a eu heureusement aucun blessé. L'aéroport de Montpellier qui est fermé pour une durée indéterminée. On peut être fan des années 70 et adorer le design d'aujourd'hui. Découvrez nos collections d'imprimés exclusifs pour habiller votre intérieur. Home Schmidt Home. Est-ce que Nico a proposé à François de s'installer chez lui parce qu'avec Allianz, il a une bonne assurance habitation? Non. Il s'est juste dit qu'il était temps de s'installer ensemble. Bon, heureusement, il a une bonne assurance habitation. Avec l'assurance habitation Allianz, protégez votre logement contre les aléas du quotidien. Just a little bit of take it easy, show you're liking it and love it. You know that we're gonna hit the heights, but I'm sure that we're nature fit together, just like... C'est ça la magie du reconditionnement par Aramis Auto. Et le plus beau dans tout ça, c'est le prix, qui restera toujours d'occasion. Retrouvez des voitures reconditionnées par des experts et jusqu'à moins 40% sur aramisauto.com. Aramis Auto, on n'a pas fini de réinventer l'automobile. Quel bonheur de voyager en camping-car, en van, en caravane ou en fourgon aménagé. En toute liberté, en toute sérénité, entre vous. Vous profitez à fond de vos loisirs et de la nature en étant partout, chez vous. Le salon des véhicules de loisirs de Paris-le-Bourget, c'est du 24 septembre au 2 octobre. Achetez vos billets à tarif réduit 5 € au lieu de 13 sur salonvdl.com. Vous êtes bien sur la messagerie. Vous êtes bien sur la messagerie. Excusez-moi. Je crois que vous avez fait tomber vos clés de voiture. Et bravo, vous appuierez lisière sud-sud-ouest. Dès que pris, faites aperçu. Qui peut concurrencer MAF Pro? Moi qui démarre mon entreprise, je préfère MAF Pro. Vos conseillers, au téléphone, en agence ou dans vos locaux. Ça donne confiance. Je préfère la MAF. Entrepreneur, dédiez toute votre énergie à votre business sans être freiné par la gestion financière. Avec le compte Pro Conto, simplifiez votre quotidien bancaire. Conto, le compte au service des pros. Contact. Ok, tu vois toujours le véhicule? Le véhicule repart à l'instant. Le M, parfait sous tous les angles, est de retour chez McDonald's. À découvrir aussi en version bacon. Retrouvez l'émission culte Faites entrer l'accusé en podcast. Votre nouveau rendez-vous à ne pas manquer. Écoutez ou réécoutez toutes les affaires. Cette histoire, c'est un délire de persécution qui a tourné au drame. Et chaque semaine, découvrez un épisode inédit. Dans ce podcast, nous allons vous raconter l'histoire de Sophie Massala, la démembreuse du canal. Déjà numéro 1, Faites entrer l'accusé est disponible sur toutes vos plateformes audio.
16h45 sur BFM TV à la une, vous allez le voir, ces images de manifestants qui bravent la pluie, qui bravent les autorités en Russie. Ils dénoncent l'ordre de mobilisation partielle donné par Vladimir Poutine mercredi qui concerne 300 000 réservistes. Manifestation en direct ici à Saint-Pétersbourg où de nombreux policiers sont arrivés à Moscou où de nombreux cars sont arrivés avec des policiers qui viennent au contact de ces manifestants, assez peu nombreux, mais qui les embarquent volontiers dans leur bus. Les images donc à Moscou, d'autres villes sont concernées par ces manifestations depuis plusieurs jours où déjà plusieurs centaines de personnes ont été arrêtées pour dénoncer donc cette mobilisation forcée par la présidence russe donc, dans le contexte de cette guerre en Ukraine. L'actualité de ce samedi, c'est aussi un an après le transfèrement de centaines de toxicomanes du 18e arrondissement de Paris à la porte de la Villette. Cette manifestation qui a lieu depuis 16 heures. Les habitants de ce quartier à cheval entre Pantin, Aubervilliers et le 19e arrondissement de Paris qui disent vivre un enfer depuis un an. Manifestation que vous suivez, Nicolas Coadou, pour BFM TV. Racontez-nous quel est le mot d'ordre de ces habitants qui ne cachent pas leur ras-le-bol par rapport à la situation, Nicolas. Ah non, et puis il y a un nom qui revient dans la bouche de tous les manifestants. C'est le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui est accusé de menteur, en fait. Regardez ces pancartes. Soignez-les, protégez-nous. En fait, ce qu'ils réclament ici, les manifestants, c'est simple, c'est l'évacuation immédiate des toxicomanes qui sont présents depuis maintenant, vous l'avez dit, environ un an tout pile, même 365 jours. Ces toxicomanes qui initialement étaient installés au Jardin des Halles à Paris, qui ont été déplacés par la préfecture de police il y a donc un an tout pile. Initialement, Gérald Darmanin avait annoncé que cette solution était temporaire, qu'elle durerait quelques semaines, quelques jours. Et bien finalement, ça fait un an que rien n'a bougé, d'où la colère des habitants et des élus locaux. Alors des élus locaux, il y a également le député Bastien Lachaud, député de la France Insoumise. Monsieur le député, bonjour. Un non, c'est très long pour les riverains qui ne voient rien changer, rien bouger. Au niveau des élus, nous, ça fait un an qu'on interpelle le ministre, le président de la République, le préfet de police. Nous n'avons aucune réponse, aucune solution n'est apportée aux problèmes des riverains aujourd'hui qui n'en peuvent plus. Un an, c'est insupportable. Qu'est-ce que vous attendez concrètement des services de l'État ? Nous attendons une réponse sanitaire pour les consommateurs de crack. Nous attendons une réponse de sécurité, de sérénité pour les citoyens. Bref, que les services de l'État assument leurs responsabilités. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ils laissent des villes, des citoyens qui subissent déjà énormément de problèmes de logement, de pauvreté, subir cette scène de crack. On en parlait un peu avant. Il y a beaucoup de mots contre Gérald Darmanin qui avait initialement dit quelques heures, quelques jours. Finalement, ça fait un an. Vous aussi, vous considérez que c'est un mensonge de sa part ? C'est un mensonge. Il a menti les yeux dans les yeux à la représentation nationale. C'est inqualifiable de la part d'un ministre. Et plus qu'un mensonge, c'est la marque du mépris profond du gouvernement Macron pour les habitants de la Seine-Saint-Denis, pour les habitants du nord-est parisien, bref, pour ceux qui ne sont pas leur électorat. Merci beaucoup, monsieur le député. Voilà, vous l'entendez, la colère gronde. Beaucoup de riverains qui se plaignent de l'insécurité, des commerçants qui se plaignent. On a pu en discuter avec certains qui avaient perdu jusqu'à 20% de chiffre d'affaires à cause de cette situation. Un dernier point très rapidement, le maire de Pantin a annoncé, pour mettre fin à cette situation, saisir la défenseuse des droits, Claire Hédon. Merci beaucoup Nicolas Coadou pour ces informations avec Jean-Baptiste Margotta en direct de la Seine-Saint-Denis pour BFM TV. L'Iran à présent qui s'invite également dans les manifestations en France. Selon les médias d'État en Iran, au moins 35 personnes ont été tuées dans de violentes manifestations déclenchées depuis plus d'une semaine après la mort de cette jeune femme arrêtée par la police des mœurs pour son port de vêtements dits inappropriés. Samedi, aujourd'hui à Paris, une manifestation a donc lieu en soutien à ces manifestants iraniens. On est place d'Italie, des images de Johan Chérifi. Une deuxième manifestation est également prévue à 17h30. Ce sera à la Fontaine des Innocents, dans le premier arrondissement de la capitale, elle lancée par le mouvement des femmes kurdes en France. D'autres villes également voient de nombreux manifestants aujourd'hui pour soutenir la cause iranienne. C'est le cas notamment de Marseille, de Bordeaux ou encore de Strasbourg. Et puis on voulait terminer ce journal avec ces images assez surprenantes de cet avion de fret, le bec dans l'eau, après un atterrissage manqué cette nuit à l'aéroport de Montpellier. Il a terminé sa course, regardez, dans l'étang de Moguio, situé au bout de la piste. Aucun blessé, heureusement, parmi les 3 personnes à bord. Mais pour raison de sécurité, l'aéroport reste fermé pour le moment. Manon Scarzello, Antoine Forestier et Hugo Smag. L'appareil a terminé sa course le nez dans l'eau.
Un peu avant 3 h du matin, alors que l'aéroport de Montpellier-Méditerranée est balayé par un orage, le Boeing 737 de la compagnie West Atlantic tente d'atterrir. Incapable de s'arrêter, l'appareil sort de la piste et s'embourbe au bord de cet étang qui jouxte l'aéroport. À son bord, 3 membres d'équipage qui assuraient le transport de marchandises de cet avion postal. Les secours ont pu les extraire rapidement de la carlingue. Évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, les membres de l'équipage sont de grands professionnels. On va avoir un débrief avec eux, une fois qu'ils auront pu se reposer. Je n'ai pas pu leur parler directement.